Alors que la Côte d'Ivoire est sous menace djihadiste, les députés ont approuvé vendredi une loi antiterroriste. Du côté du Nigeria, Muhammadu Buhari a condamné vendredi les dernières attaques perpétrées par Boko Haram. À Madagascar, une motion de censure a failli être adoptée contre le président Harry. Le seuil des 2/3 nécessaires des députés n'a pas été atteint. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des informations. En Côte d'Ivoire, les députés ont approuvé vendredi soir une loi antiterroriste qui permet des écoutes et des perquisitions. Un vote qui intervient alors que le pays est sous la menace du groupe djihadiste en Sardine opérant au Mali voisin. La loi votée à l'unanimité des 197 députés voisins punit d'un emprisonnement de 10 à 20 ans le recrutement ou l'affiliation à un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Par ailleurs, cette loi autorise les interceptions de correspondance, l'enregistrement de paroles, d'images et de dossiers électroniques sans le consentement des intéressés ou encore les perquisitions à toute heure de la nuit et en tout lieu. Les suspects d'actes terroristes peuvent par ailleurs subir 2 gardes à vue de 96 heures chacune, la deuxième n'intervenant que sur demande écrite du parquet. Parlant toujours terrorisme, le président François Hollande a déclaré vendredi soir à Yaoundé, dernière étape d'une tournée africaine, que la France et le Cameroun allaient amplifier leur coopération contre le groupe islamiste Boko Haram qui multiplie les attentats dans la région. Mais avant cette déclaration, certains citoyens camerounais avaient leur point de vue sur la venue du président français. Le président français a bouclé par le Cameroun sa brève tournée africaine entamée jeudi par le Bénin. Comme dans les autres pays que le Cameroun, les questions de démocratie, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et surtout de l'alternance au sommet des institutions ont dominé les discussions. Les citoyens camerounais ont leur lecture de cette visite du président Hollande. La dernière visite d'un chef d'État français au Cameroun remonte à plus de 14 ans, à l'époque de Chirac. Et Sarkozy est venu au pouvoir en France, il n'a pas mis les pieds au Cameroun. Nous sommes tous au courant qu'il vient signer des accords commerciaux pour le pont du Vourou. Il y a des accords de financement, 4 accords de financement. Et puis rassurer le président de la République camerounais pour l'aide française contre Boko Haram et raffermir les relations diplomatiques avec le Cameroun. Le groupe islamiste qui ravage depuis des années le nord-est du Nigeria menace depuis plus d'1 an les frontières du Cameroun, du Niger et du Tchad. Les pays de la région se sont depuis engagés militairement contre Boko Haram, désormais affaibli mais sans parvenir à l'empêcher de multiplier des attentats très meurtriers. La France est aux côtés du Cameroun face aux menaces de Boko Haram, a dit au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue camerounais Paul Biya, François Hollande. Le président français a de nouveau plaidé en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme en présence de l'inamovible Paul Biya au pouvoir depuis 32 ans. Interrogé sur sa longévité au pouvoir, Paul Biya, 82 ans, s'est défendu en disant que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné vendredi les dernières attaques de Boko Haram qu'il qualifie d'inhumaines et de barbares. Ces attaques, selon lui, illustrent la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre ces insurgés islamistes. La vague d'attaques depuis mercredi soir, qui a fait près de 170 morts, est la plus meurtrière depuis l'investiture du nouveau chef de l'État nigérian le 29 mai dernier. Image. Hommes abattus pendant la prière, fidèles fusillés, adolescentes kamikazes,
En plein ramadan, le Nigeria, avec près de 170 personnes tuées par Boko Haram en 36 heures, vit sa pire semaine depuis l'entrée en fonction du nouveau président. La vague d'attaques qui a débuté mercredi soir a touché plusieurs villages de l'état de Borno au nord-est, épicentre de l'insurrection islamiste, désormais affiliée au groupe État islamique. Au moins 29 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque menée vendredi par des islamistes présumés de Boko Haram sur un village de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Ce village situé au sud de Maiduguri, non loin de la frontière avec l'état d'Adamawa, est la 6e localité de l'état de Borno attaquée en 48 heures par le groupe islamiste nigérian. Au total, cette vague de violence a fait près de 200 morts depuis mercredi soir. Investi le 29 mai à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, le président Muhammadu Buhari a condamné cette nouvelle vague de violence inhumaine et barbare. Selon Buhari, qui a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité, ce bain de sang démontre la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre le groupe armé. Au total, les violences attribuées au groupe islamiste ont fait 429 morts depuis son entrée en fonction. À Madagascar, les parlementaires ont manqué de peu l'adoption d'une motion de censure contre le président Harry. Après de vifs débats qui ont commencé par l'expulsion de l'équipe de la télévision nationale accusée de faire le jeu du pouvoir, 95 députés ont voté la motion de censure, tandis que 17 se sont prononcés contre. Il a donc manqué 7 voix pour atteindre le seuil des 2/3 des députés nécessaires pour renverser le gouvernement. Notons que la motion de censure visait à contraindre le président malgache à un scénario de cohabitation forcée avec un nouveau Premier ministre hostile. Eh bien, c'est la deuxième fois en quelques semaines que le président malgache élu fin 2013 pour remettre Madagascar sur les rails après 5 années de crise parvient à neutraliser l'hostilité des députés. Redescendons au Sénégal pour dire que les députés ont adopté en début de semaine la proposition de loi numéro 13/2015 modifiant la loi numéro 2002-20 du 15 mai 2002, modifié portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les parlementaires sénégalais ont à cet effet voté en majorité la loi ramenant le mandat du président de l'Assemblée à 5 ans au lieu de 1 an chaque année renouvelable. Certains députés parlent de recul démocratique, d'autres dénoncent une disposition attentatoire à la liberté des parlementaires. Suivons à ce sujet Boubacar Ba, journaliste politologue, au micro de Cherper, notre correspondant à Dakar. Non, la démocratie sénégalaise ne recule pas, dans le sens où c'est une amélioration. Le président de l'Assemblée nationale, maintenant, il est élu pour toute la durée de la législature. Vous vous rendez compte que chaque année, il fallait que le président se représente. C'est de l'instabilité, ça. C'est de l'instabilité à outrance. Or là, c'est stabilisé. Le président de l'Assemblée nationale, il est élu pour toute la durée de la législature qu'au Sénégal, c'est 5 ans. Première chose. Deuxième chose, il y a le vagabondage politique. Des hommes politiques qui ne sont pas sérieux, on leur donne un mandat, ils prennent le mandat de qui? Ils prennent le mandat du peuple. C'est le peuple qui leur dit « je vous élis parce que vous êtes dans telle liste, vous êtes dans tel parti, vous allez rentrer dans tel groupe parlementaire ». Et parce que les intérêts du moment sont divergents, vous vous retrouvez tout d'un coup à aller changer de groupe. C'est-à-dire que vous ne respectez pas la parole que vous avez donnée aux électeurs. Non, maintenant, si vous êtes dans un groupe parlementaire, vous restez. Si vous voulez quitter le groupe parlementaire parce que la vie politique est ce qu'elle est, il n'y a pas de problème. Vous restez toujours député, mais vous ne rentrez dans aucun groupe. Ça ne peut pas être un recul démocratique. Au contraire, il faut qu'on arrête en Afrique d'avoir des hommes politiques qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de conviction politique, qui vont au gré du vent. Non, maintenant, ils se positionnent, ils restent là-bas, ils reçoivent un mandat du peuple, et c'est au peuple qu'il doit rendre compte. Quelque part, c'est de l'escroquerie. Quand vous élisez pour entrer dans un groupe parlementaire, que vous partez pour être dans un autre groupe parlementaire, vous faites de l'escroquerie par rapport à la personne qui a voté pour vous. En Égypte, 2 années après la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi, le pays reste en proie à des attentats meurtriers perpétrés par des djihadistes. Les autorités de leur côté poursuivent une répression sanglante contre toute opposition, faisant des centaines de morts. Les événements de la semaine parlent d'eux-mêmes. Lundi, le procureur général Hicham Barakat était assassiné au Caire dans un spectaculaire attentat à la bombe et 2 jours plus tard, des combattants se réclamant du groupe État islamique lançaient une série d'attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée dans la péninsule du Sinaï, faisant des dizaines de morts.
Le plus peuplé des pays arabes connaît une vague d'attentats sans précédent depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi a destitué Mohamed Morsi le 3 juillet 2013 à l'issue de manifestations monstres contre son unique année tumultueuse au pouvoir. Ce terrorisme se répand partout en Égypte. Le peuple doit être conscient et agir en conséquence. Le peuple doit surveiller et alerter les autorités en cas de danger. Dans les mois qui ont suivi l'éviction de Morsi, policiers et soldats ont tué plus de 1400 personnes, en majorité des manifestants islamistes, dont plus de 700 en quelques heures, dans la dispersion de 2 sit-ins pro-Morsi. Des dizaines de milliers ont été emprisonnés, tandis que des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs. Mohamed Morsi lui-même et plusieurs dirigeants de sa confrérie des frères musulmans ont été condamnés à la peine capitale. Disant agir en représailles à cette répression, les mouvements djihadistes ont tué des centaines de policiers et de soldats, posant un sérieux défi au président Sisi, dont l'objectif premier est de rétablir la sécurité et de relancer une économie à genoux. Le gouvernement vise un ambitieux taux de croissance de 7%, alors que le secteur vital du tourisme a souffert de l'instabilité politique. En 2014, seuls 9,9 millions de touristes ont visité l'Égypte, contre près de 15 millions en 2010. En Grèce, plus de 22 000 partisans du oui au référendum de dimanche se sont réunis vendredi soir dans le centre d'Athènes. À quelques centaines de mètres, le Premier ministre Alexis Tsipras a tenté de galvaniser une dernière fois ses compatriotes, les appelant à dire non pour vivre avec dignité en Europe. Les partisans du oui et du non au référendum grec ont jeté toutes leurs forces et leurs convictions dans 2 rassemblements massifs à Athènes, alors que les 2 camps sont au coude à coude dans les sondages à la veille d'un vote décisif pour ou contre le plan des créanciers. Les supporters du non et du gouvernement d'Alexis Tsipras étaient plus de 25 000 selon la police, les militants du oui plus de 22 000. Les gens sont divisés. Par exemple, moi, je vois chez moi, mes filles sont pour le non. Et moi, je suis pour le oui. Et quelquefois, on s'énerve beaucoup. Et donc, je vois, si vous voulez, il y a un énervement dans la population en général, parce que cette inquiétude de demain rend les gens, disons, agressifs. L'arrivée du Premier ministre, Alexis Tsipras, venu à pied depuis ses bureaux, situés près de là, a achevé d'électriser la foule. Ce dimanche, nous ne décidons pas seulement si nous restons dans l'Europe. Nous décidons de vivre avec dignité en Europe, de travailler et prospérer en Europe, de vivre entre égaux en Europe. Mais de l'autre côté du jardin national, séparant les 2 manifestations, une mer de drapeaux grecs et européens témoignait de la fracture qui traverse la société grecque, interpellée sur son rapport à l'Europe. J'espère qu'après le oui, l'Europe n'aura pas de raison de retarder un accord. Mais le fait est que si le non l'emporte, l'Europe aura une bonne raison de retracer la conclusion d'un accord. Des marches de solidarité au peuple grec se sont multipliées à travers toute l'Europe. Le mouvement avec les Grecs de Belgique, rassemblant 70 organisations, a réuni vendredi soir des milliers de personnes lors d'une manifestation à Bruxelles. En Italie, ils étaient des centaines rassemblés sur la place Farnese en signe de solidarité aux Grecs. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été